Il y a ceux qui prédisent l'avenir et il y a ceux qui le construisent. En matière d'aviation, les premiers sont parfois de proches parents des perroquets et ce ne sont pas des oiseaux de haut vol. Les seconds sont généralement plus secrets, même si parfois leurs entreprises sont, pour des raisons médiatiques voire politiques, largement commentées. C'est le cas de ce prototype connu sous le nom d'Ifan. Pour le trouver, il faut s'en aller sur les rives de la Gironde, près de Royan, une ville qui un temps fut un paradis pour architectes futuristes. L'architecte de l'Ifan est un personnage préoccupé d'avenir. Didier Esten maîtrise parfaitement ce que certains jugent paradoxal, car voilà un homme qui connaît et mesure parfaitement les acquis du passé, mais qui ne vit que pour le futur. Son Ifan est un petit biplace d'une demi-tonne, construit principalement en fibre de carbone. Didier Esten est à la fois concepteur d'avions et pilote, et lui est principalement construit en fibre d'optimisme. Mais aussi, Didier obéit aux critères classiques résumant la personnalité de ceux qui ont construit des machines volantes. Avant de le faire, il faut en rêver. Un avion, même petit, c'est compliqué comme une cathédrale, et il faut du monde pour bâtir une cathédrale. Avec Didier, il y a donc du monde, à commencer par ses deux maîtres à penser, Marc Faure et Alain Bugeaud, tous deux prestigieux anciens de la grande aviation. Puis il y a l'équipe de Francis Debord et leur société, Aérocomposite Saintonge. C'est là qu'a été construit l'Ifan, au fond d'une petite zone industrielle. Chez ACS, on baigne dans les électrons. L'une de leurs obsessions, c'est de voler électrique. Et dans ce domaine, ils ont les deux pieds dans l'avenir. Didier et sa bande ont donc imaginé l'Ifan et ils l'ont matérialisé ici. La définition finale de l'architecture de l'avion a été figée dans une mini-soufflerie fabriquée par leurs soins. Rien d'ostentatoire, mais c'est superbement efficace. Dans ce repère, on passe directement des solutions élaborées à l'aide d'un bataillon d'ordinateurs à la réalisation de prototypes de systèmes, qu'il s'agisse de structures d'avions ou de containers à batterie destinés à voler. Tout ce qui doit voler avec des humains à bord doit être pensé et réalisé en cherchant une forme de perfection. Mais on l'a dit, avant de faire, il faut rêver. Didier, ça a commencé quand, ce fantasme du vol aux électrons? Probablement tout petit déjà, le fantasme du vol, et puis aux électrons, je dirais dans les années 2004, où j'avais en tête et envie de faire de la voltige en électrique. Mais pourquoi? Pourquoi pas? Parce que je trouvais que faire de la voltige en électrique, ça avait du sens, puisqu'on ne souhaitait pas beaucoup d'autonomie, on souhaitait de la puissance, on volait au-dessus d'une piste et on se reposait sur la piste au-dessus de laquelle on volait. Et comme c'était des cycles répétitifs, je me disais que si un jour on arrivait à faire un avion de voltige électrique, on ennuierait moins les riverains, que ça n'intéresse probablement pas beaucoup de voir un avion de voltige. Ils l'entendraient pas, et que ça pouvait avoir du sens. Mais il y avait déjà la notion, la compréhension du fait que dans un avion électrique, ou une voiture électrique d'ailleurs, quand on ouvre la puissance, elle vient tout de suite. Il y a quand même un comportement qui n'est pas tout à fait le même qu'un avion thermique. Quand tu parles de comportement, il faut se dire que justement, avec une voiture électrique, on ne doit pas avoir le même comportement qu'une voiture thermique, et avec un avion électrique, c'est la même chose. En fait, il faut intuiter le fait que, à la place d'un kilo d'essence, on a 30 kilos de batterie et qu'on ne s'en sert pas de la même façon. Il y a quelque chose qui est quand même paradoxal. Depuis le début de l'aviation, on se torture les neurones pour essayer de faire plus léger, plus léger, plus léger. Et là, tu viens de dire 1 kilo d'essence, 30 kilos de batterie. Est-ce que c'est pas paradoxal? Ça l'est, c'est la dure réalité des choses. Et c'est en train de s'améliorer, puisque là, on tourne plutôt autour de 20 kilos de batterie pour 1 kilo d'essence. Je parle du rendement d'1 kilo d'essence. Ouais. Mais le choix que l'on fait en volant en électrique doit être un choix réfléchi, en sachant que pour obtenir les mêmes performances, on va emmener plus de masse. Et il est vrai que par rapport au souci primaire et principal de l'aviation, qui est le poids, c'est compliqué comme adéquation. Et ça oblige à réfléchir
a, dans les concepts, un design plus pointu pour essayer d'économiser un maximum de masse. Ce qui est déjà, d'ailleurs, le souci en aviation générale. C'est-à-dire que ce qu'on fait, on va vers des batteries qui vont contenir la même quantité d'énergie pour un poids bien plus faible. Bien sûr, et c'est déjà le cas. Et dans les quelques années que représente la petite expérience que j'ai et que nous avons acquise dans l'électrique, on est passé de quelques minutes de vol possibles à pratiquement 1 heure et bientôt plus. Bon, ça c'est un des grands thèmes, on va dire, qui existe à l'intérieur de cette étrange machine volante, parce que c'est une machine volante, oui c'est un avion, mais c'est surtout un outil de laboratoire et un objet de recherche que vous avez mis au point et construit ici et que vous faites voler ici. Absolument. Pour être tout à fait clair, quand on a fait voler avec EADS Innovation Works le Cricri électrique, on est arrivé au bout de 92 vols de mémoire à ce qu'on ne puisse plus répondre à la demande puisque l'avion était, entre guillemets, limité parce qu'on pouvait plus emmener de masse et on n'avait pas de place. Donc à l'époque j'ai dit moi je vous propose de dessiner un avion plus gros. Voilà, plus gros que le Cricri. Plus gros que le Cricri, ça voulait dire passer d'un monoplace à un biplace, sachant qu'à l'époque, on se disait, c'est simple, la place passager servira d'emport de matériel d'expérimentation. D'accord. C'est donc un avion de recherche. Absolument. C'est une plateforme de recherche. Une plateforme, c'est un learning bed, comme on peut dire en anglais. C'est effectivement une plateforme de recherche, le terme me va bien. Sur le fuselage de l'IFAN sont apposés des logos prestigieux. Le plus remarquable est celui d'Airbus, car l'IFAN est un Airbus. Le géant aérospatial européen a écouté Esten, et la décision d'investir, voire même de s'investir dans ce programme de recherche a rendu le rêve possible. Pour Airbus, l'IFAN est une porte ouverte sur le futur, un futur aéronautique que l'on imagine moins dépendant du pétrole, plus silencieux, moins générateur de pollution. En se mettant en phase avec des visions exprimées par des politiques, Airbus a construit autour de l'IFAN un scénario mêlant recherche, développement et l'industrialisation d'une famille d'avions légers électriques. Ce premier IFAN est donc une première balise. À l'intérieur de l'IFAN, on se trouve donc certes dans un avion léger de par ses dimensions, sa masse, mais on se trouve quand même, et l'environnement du cockpit le démontre, on se trouve dans une éprouvette volante, un laboratoire. Alors bon, d'abord, a priori, il y a un manche tout à fait classique, équipé d'une poignée de frein que les pilotes du LM reconnaîtront, ils reconnaîtront la provenance, mais pour le reste, bon, sous les pieds, il y a des pédales de palonnier. À main gauche, on le verra tout à l'heure, il y a les manettes de gaz, et bizarrement, il n'y en a pas 2, mais 3, et je vous dirai pourquoi. Mais en fait, tout le reste, c'est pratiquement du matériel expérimental, c'est des breakers, des disjoncteurs qui donneront accès à des fonctions qui existent, qui vont exister, qui ont existé. Et en fait, les instruments classiques pour voler, ma foi, il y en a 3, 4 avec la bille. Il y a la bille au milieu, elle est importante puisque c'est un avion léger. Il y a un vario, il y a un alti et il y a un indicateur de vitesse. Pour le reste, c'est encore une fois un laboratoire volant. Alors pour revenir aux manettes de gaz, étrangement, elles ne sont pas 2 mais 3, 1, 2, 3, simplement parce qu'à un certain moment, le projet de l'IFAN prévoyait qu'il y ait 3 moteurs sur cette machine. Donc l'avion est déjà était câblé pour que les 3 moteurs soient pilotables. Mais en fait, aujourd'hui, ces manettes de gaz pilotent, alors c'est même étrange de dire des manettes de gaz, alors que ce sont finalement des commandes de moteurs électriques qui passent par des unités qu'on appelle des FADEC. C'est un bimoteur, mais en même temps, il se comporte un peu comme un monomoteur. Pourquoi ? Parce que les moteurs sont très proches de l'axe de symétrie de l'avion. Il y a 55 cm de part et d'autre de l'avion, ce qui fait que le centre de poussée de chaque moteur est assez proche de l'axe de symétrie pour que la dissymétrie en cas de panne totale d'un moteur, et nous l'avons testé, soit très faible. Elle est tout à fait contrôlable au pied. Pour ce faire et pour aider, il y a d'ailleurs un compensateur de direction électrique que l'on voit sur la gouverne de direction, ici, et qui permet de compenser la totalité du maximum de dissymétrie qu'on peut rencontrer sur cet avion.
avec ce type de moteur, ça c'est actuellement ces moteurs-là, qui sont finalement des moteurs expérimentaux, on va dire, ou faits à l'unité, c'est ça qui équipe l'avion pour l'instant, et par la suite, dans un programme industrialisé, il faudra des motoristes fabriquent ça. On voit sur l'avion que, par exemple, il y a le nom de Siemens. Pourquoi ? Parce que Siemens s'intéresse aux moteurs électriques de faible puissance. Maintenant, ce sont des fabricants de moteurs étatiques bien connus, avec une réputation et un savoir-faire. Et ils réfléchissent sur le fait de développer des moteurs de ce type de puissance, voire un peu plus, avec une fiabilité qui permette de les mettre sur des aéronefs certifiés. Là, c'est pas le cas, évidemment. Donc là, pour l'instant, c'est un prototype, par conséquent, moteur prototype, et puis il y a ce système de propulsion, ce ventilateur caréné, on va l'appeler comme ça en français, ducted fan en anglais, mais... Le sèche-cheveux, comme disait Arnaud Montebourg. Encore que ça souffle pas chaud. Ça souffle pas chaud. Souffle de l'air froid. Qui est-ce qui a eu l'idée de ces moteurs, enfin de cette architecture de moteur ? Alors, pour être honnête, c'est moi qui ai eu l'idée, qui l'ai dessinée, mais la genèse de l'avion s'est faite avec Airbus Group et l'équipe d'Airbus Group, et il y a eu, j'ai établi 7 dessins différents, 7 propositions d'avion, parce que à l'époque, voilà, c'était un avion de recherche, et on ne savait pas trop tout à fait ce qu'on allait rechercher et ce qu'on voulait trouver. Et donc, il y a eu plusieurs réitérations de dessins d'avions pour finalement aboutir à un bipropulseur. Alors pourquoi un bipropulseur ? Là, il y a plein de raisons qui ont élaboré le choix. Une des premières raisons, c'est que j'avais identifié ce type de moteur et donc je connaissais leur puissance et je savais qu'avec un moteur, on ne pouvait pas faire voler l'avion. Il en fallait 2. Donc on est parti sur une bipropulsion. Une bipropulsion avec une faible puissance, on ne voulait pas de réduction sur une hélice. Donc ça nous obligeait à monter des petites hélices, et des petites hélices, pour leur amener un meilleur rendement statique, eh bien, il fallait les caréner. Et voilà, on est parti sur... on avait un peu la quadrature du cercle, on est parti sur le fan. Et ce qui a donné un peu le nom de la famille IFAN, puisque le fan, c'était un petit peu la partie représentative et différente de l'avion par rapport aux autres. On sent à la main et on entend le passage de chaque aimant devant le rotor devant le stator, et on entend très très bien, même on le sent à la main. Et si on le tourne, si on essaye de le tourner avec très peu de force, eh bien ici vous voyez qu'il y a un retour en arrière, parce que ce sont les aimants qui attirent le rotor, qui est un rotor externe. C'est un moteur brushless, donc avec un rotor externe. La cage du moteur que l'on voit ici, elle tourne, et le stator est à l'intérieur. Et on fixe le moteur par le stator. Pour le reste de l'avion, on est dans une architecture relativement conventionnelle. Il y a quand même le train d'atterrissage. Le train a trois particularités. Il est monotrace, il est rétractable et il est électriquement motorisé. Donc, et donc tout ça donne une raison à ce train qui n'est pas commun. Une des premières raisons, c'était qu'en faisant un seul train principal, on gagnait du poids. La deuxième raison, c'est que ça nous permettait de motoriser ce train sur une seule roue et de n'avoir aucune dissymétrie en cas de différentiel entre la roue gauche et la roue droite au roulage. Et de ce côté-là, ça a marché. La troisième raison, c'est que n'ayant qu'un seul train dans l'axe de l'avion, eh bien, ça devenait intéressant de le rétracter et de gagner des performances. D'ailleurs, nous avons fait ces mesures de performance et on a gagné sur la globalité du domaine de vol à peu près 15% dans tout le domaine de vol une fois qu'on a rétracté le train. Dès le début du cahier des charges, on avait décidé d'expérimenter le roulage électrique. Et avec les moyens qu'on allait avoir et le temps, c'était beaucoup plus simple de motoriser une seule roue que 2, voire 3. Et donc ça nous amenait tout de suite à quelque chose de systématique, c'est d'avoir une roue et qu'elle soit le plus près possible du centre de gravité de l'appareil pour qu'elle soit chargée et qu'on puisse la motoriser. Donc ça a défini le monotrace de l'avion. Ce qui met un troisième moteur finalement dans l'avion. Oui, d'ailleurs l'anecdote, c'est que le troisième moteur, c'est récupération d'un moteur du Cricri. D'accord. Le moteur faisait 5 kW et demi, donc on roulait avec un tout petit moteur de Cricri. Mais le gros avantage, c'est donc que le roulage
va pas pomper dans les batteries énormément d'énergie. Très peu. En gros, on peut dire un tiers de l'énergie que nécessite le fan quand on fait du roulage électrique. Au passage, c'est le même raisonnement qui a conduit Safran à développer le Green Taxi sur un Airbus 320 qui pour l'instant est probatoire. Mais oui, personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup comme idée. Parce que quand on voit que les aéroports sont engorgés d'avions, jusqu'à 14, 15, 17 avions à la queue leu en train de dépenser une énergie fossile considérable en faisant du bruit, en polluant, en créant de la chaleur, si on avait un roulage électrique, on sait que sur un avion digne, on peut allumer les moteurs 3 minutes avant le décollage. Et entre 3 minutes et 20 minutes d'attente moteur tournant, ça fait une grosse différence. Et surtout sur l'année, et sur des avions qui font 6 à 8 cycles par jour. Bien sûr. Et donc c'est un peu plus vertueux. Et puis le roulage électrique a montré, pendant 1 an, j'ai roulé en roulage électrique. C'est très agréable d'utilisation, d'une part. D'autre part, quand on est en attente, l'avantage des motorisations électriques, c'est que le moteur et l'hélice, tout est en stand-by. Il n'y a rien qui consomme à part les servitudes de bord, et c'est très peu. Et donc on réduit les consommations. L'e-Fan est donc beaucoup plus qu'un avion, mais c'est aussi un avion, et un avion, ça vole. Donc on va aller voler, ou plutôt Didier va aller voler, car même si l'e-Fan est biplace, c'est un prototype. Et seuls des pilotes d'essai, ils sont 2, Didier et Dominique Bonner, sont autorisés à voler sur l'engin. Le vol électrique avec un tel prototype commence par une cérémonie immuable, la visite pré-vol. En Formule 1, avant la course, les pneus sont amenés à température idéale par des enveloppes chauffantes. Ici, on fait pareil, mais c'est pour amener à température idéale les 175 kg de batterie logées dans les enflantures d'ailes. Après, il n'y a plus qu'à s'installer à bord. Paul Lemoine, l'ingénieur d'essai qui partage cette fonction avec Olivier Michaud, est installé dans la petite salle d'écoute d'où il va assister au vol, comme on surveille une expérience de laboratoire. Eh bien, ma foi, tu peux lancer tes moteurs. Les moteurs de l'e-Fan tournent en sifflant et ils n'ont pas de ralenti. Si on amène la manette de puissance à 0, les moteurs s'arrêtent, net. Ça fait bizarre. Aujourd'hui, le roulage à l'aide du petit moteur électrique logé dans la roue est désactivé. Donc on roule poussé par le souffle froid des 2 ventilateurs. Évidemment, l'e-Fan étant un prototype n'est pas équipé comme un avion du commerce d'éléments de confort, par exemple une insonorisation, et la cellule en carbone résonne comme une caisse de guitare acoustique. La puissance totale des 2 moteurs équivaut à un peu plus de 80 chevaux et sur un avion d'une demi-tonne, c'est plutôt modeste. Mais la puissance d'un moteur électrique se manifeste instantanément et donne donc une accélération très franche. On a l'impression d'une puissance supérieure. Allez, c'est parti pour le vol numéro 117 du programme e-Fan. Décollage. 3, 2, 1, top. Le vol électrique est totalement débarrassé des vibrations des moteurs thermiques. Mais l'avion reste un avion et transmet au pilote une infinité de sensations qui différencient le vol réel du vol virtuel. C'est à la fois différent, mais ça reste la même chose.
Pour un pilote classique, découvrir le vol électrique sera culturellement une expérience comparable à ce qu'a été autrefois le passage de l'hélice au jet, mais sans plus. Chaque vol d'un prototype n'est terminé qu'après avoir revisité en salle d'écoute ce qui s'est passé, même s'il ne s'est rien produit de notable. J'ai noté partout, quand je t'ai entendu rêver. C'est pareil. Aujourd'hui, on vient d'effectuer les vols qu'on a fait ensemble. 117e vol. 117e vol. Et normalement, c'est un avion qui est en devenir permanent. C'est un outil. Je crois qu'on peut le considérer comme un outil. Il a à son bénéfice l'avantage d'avoir créé un petit peu une nouvelle dynamique. Il y a eu une collaboration étroite également avec les services de l'État, avec la DGAC, qui sont au courant de tout ce qu'on fait depuis le début, qui l'ont amendé. L'avion vole sous laissez-passer. Et je pense pouvoir le dire, une certaine confiance dans cette collaboration, puisque, en gros, il n'y a pas eu de soucis majeurs. On a eu des petits problèmes, mais pas de soucis majeurs avec l'avion sur 117 vols, et comme tu as pu le constater, maintenant on arrive, on met le contact, et puis on part, et on fait le vol, on revient, on coupe, et ça devient un petit peu systématique. Je ne vais pas dire routinier, sur un prototype, il ne faut jamais l'être, mais ça démontre un début de maturité, je veux dire. Alors, on est sur l'aérodrome de Royan, on est dans un hangar partagé avec l'aéroclub local, avec un ULM tube étoile presque antédiluvien, avec deux Jodel qui a plus de moteur, mais bon, on est dans un environnement typique d'aviation légère et provinciale et romantique même. Et puis il y a cet avion, et puis derrière il y a la salle d'écoute avec des écrans, avec des retours et tout. Et là, d'un seul coup, on comprend que le fait qu'il y ait marqué Airbus sur l'avion, ça a du sens. Là, effectivement, il y a Airbus Group derrière, et il y a des gens qui ont des visions de ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. On les a écoutés, on a mis en place un système qui nous permet d'analyser chaque vol, chaque seconde du vol, quoi qu'il arrive, et sur beaucoup de paramètres différents. Donc, depuis le début, tous les vols sont enregistrés, tous les vols sont suivis en direct. On a pu
ainsi évolué rapidement parce que on a pu réagir après chaque vol à ce qui s'était passé et analysé à la fin du vol. Et donc on a fait à chaque fois des évolutions et des modifications de la machine plus ou moins importantes liées à ce qu'on récoltait comme information pendant les vols. Attends, il n'est pas branché là. Sur un avion normal, on fait le plein en remettant du carburant dans les réservoirs. Sur un avion électrique, on pourrait soit changer le bloc de batterie tout entier, qui pèse ici 175 kg, soit recharger les batteries en branchant l'avion sur une prise de courant, et c'est la solution recharge qui a été retenue sur l'IFAN. Là encore, on est dans l'univers d'un prototype. Les procédures utilisées autour de l'IFAN ont été inventées au fil des vols d'essai. Et à partir de cette expérience seront inventées les procédures d'utilisation des systèmes de série. Mais voler avec des dizaines de kilos de batteries stockées dans leur logement n'est pas anodin ni si simple. Par exemple, pendant la recharge, il faut ventiler le compartiment des batteries pour le refroidir. Et de même, en vol. Didier, il y a une chose qui est assez particulière avec les batteries, du moins à ce stade-là de développement, c'est que les batteries, ça chauffe. Et donc, si ça chauffe, il faut les refroidir. D'où voilà. ces ouïes. Alors un petit peu de la même façon que sur certains avions, dont un très connu, le Corsair, il y a des ouvertures au bord d'attaque pour refroidir l'huile. Nous, on a fait des ouvertures au bord d'attaque pour créer une circulation, une ventilation des batteries pendant tout le vol. Et l'air rentre ici sous pression et ressort sous dépression en dessous des fans, au bord de fuite de la machine. Ça permet de créer un circuit assez soft, mais un circuit de ventilation de toutes les batteries. Il y a la même chose sur le côté droit de l'appareil. Donc c'est un peu comme sur un moteur, disons, à refroidissement par air classique, où à l'intérieur du capot moteur, il y a une circulation d'air qui vient contrôler, exactement, qui vient maintenir le moteur à une température... absolument. On a la même chose ici. D'accord. Et donc ça, c'est particulier au stade prototype, où il en sera toujours ainsi. Un bloc de batterie comme ce qu'il y a là-dedans, ça dégage des calories ? De toute façon, un bloc de batterie, quelles que soient les batteries, elles vont dégager des calories. Et puis, les batteries ont cette particularité, c'est qu'elles n'aiment pas travailler à basse température et qu'il y a une température moyenne de fonctionnement idéale. Et donc, il faut les refroidir et pas trop, et il ne faut pas non plus qu'elle surchauffe pour pas arriver à l'emballement thermique. C'est le lien commun d'ailleurs de beaucoup de batteries. Après, il y a des technologies de batteries très actuelles, et notamment dans les voitures, qui, elles, ont besoin au contraire de chauffer beaucoup et d'être maintenues en température pour fonctionner. Donc, il y a le problème de l'emport d'énergie. Ça, c'est les batteries. Aujourd'hui, ces batteries, on les trouve où? Qui les fabrique? Qui les développe? Pour les batteries en général, les batteries de servitude, il y a beaucoup de sources. Il y a Panasonic, il y a Kokam en Corée, Panasonic au Japon, il y a les Américains avec A123. En France, il y a une société qui s'appelle Batscap qui a monté sa propre société de fabrication de batteries pour les voitures. Il y a beaucoup de laboratoires qui font de la recherche sur des nouvelles technologies et surtout des nouvelles chimies de batteries. Pour te donner un exemple précis, en 2004, fabriquer le Cricri en électrique, c'était 13 minutes de vol possible. En 2009, c'était 25 à 30 minutes. En 2011, l'IFAN pouvait voler 27 à 30 minutes. Et en 2015, ils volent 55 minutes et bientôt 1 heure. Aujourd'hui, on entend parler de deux concepts qui se battent en duel, qui sont différents et complémentaires, qui est le lithium polymère et le lithium-ion. C'est les deux concepts principaux. Il y en a d'autres, il y en aura probablement d'autres que je ne peux pas connaître aujourd'hui, évidemment, et qui amèneront à l'emport de masse énergétique plus intéressante, notamment pour l'aviation. Et c'est peut-être vous qui ouvrez les portes. Tu en as conscience? C'est un rêve? C'est une ambition? Bon, moi je resterai modeste parce que déjà on est quand même nombreux à travailler sur le sujet. Mais
Vous n'êtes pas si nombreux que ça. Dans le monde, il y a les Chinois, il y a Pipistrel, qui sont des Slovènes, qui eux aussi travaillent dans un recoin de Slovénie, d'une manière, on va dire, pas si visible que ça. Oui, en fait. Vous n'êtes pas si nombreux que ça. Non, à l'échelle du monde, non. Après, je pense qu'effectivement, je ne sais pas si on marquera d'une pierre un édifice quelconque, mais voilà, nous sommes dans les premiers à faire une démarche qu'on peut juger, je pense, sérieuse maintenant, avec un certain acquis, une certaine maturité, et cette démarche va se poursuivre et nous amènera, je pense, dans quelques mois, voire un peu plus d'un an et demi, à une machine qui ne sera plus dans le même domaine, parce que on vise une certification, mais qui sera une machine issue des apprentissages que nous menons actuellement. Et donc, oui, effectivement, il se passe quelque chose de nouveau, et il y a encore beaucoup de travail, mais on a bien avancé, je dirais, dans les 2 années qui viennent de passer, là. Au point qu'Airbus a lancé le processus d'édification d'une usine sur l'aéroport de Pau, où seront construits les dérivés de l'IFAN actuel, un biplace école et un quadriplace de voyage, les IFAN 02 et 04. Les 2 avions sont conçus chez Daher Sokata à Tarbes et leur design sera effectué chez Airbus. Est-ce que donc, en tant que concepteur d'avion, tu imagines à quoi pourrait ressembler un ATR électrique? Alors, un avion de 80 places. Oui, on peut l'imaginer, à condition d'être très prudent, d'une part, dans ce qu'on peut imaginer, et puis de dire que ce ne sera pas un full électrique, ce sera forcément quelque chose d'hybridé. Parce qu'aujourd'hui, l'évolution des batteries qu'on observe depuis les 10 dernières années, pour être très exhaustif, montre qu'il y a une évolution, qu'elle est réelle, mais qu'elle est relativement lente. Il n'y a pas de vrai miracle aujourd'hui. Pour faire voler un avion de 60-90 places full électrique, il faudra un miracle. En revanche, l'autre, je dirais, possibilité, qui est déjà tout à fait réaliste et qui existe et qui marche très bien en automobile, c'est l'hybridation, qui devient très raisonnable parce qu'on peut imaginer faire décoller un avion, rouler un avion en électrique, il ne fera pas de bruit, le faire décoller en électrique, l'amener à une attitude de sécurité, le mettre en mode hybride, voler sur le palier en mode hybride et même la fin de la montée en mode hybride, et revenir sur l'aéroport de destination en mode électrique pour pouvoir redécoller en mode électrique ensuite. Ça, c'est tout à fait envisageable. Bon, là, je vais faire le journaliste Yaka Faucon, pour qui tout est facile. Pourquoi vous êtes tous en train de courir après ce système de propulsion électrique alimenté par batterie? C'est lourd, c'est complexe, à certains moments ça a été ou ça peut être dangereux. Pourquoi pas revenir aux piles à combustible? La NASA fait voler depuis les années 60 tous les vaisseaux habités en particulier de la NASA et qui sont des énormes consommateurs d'électricité. Même les navettes spatiales, c'est des usines, hein. Fonctionner avec des piles à combustible, de l'hydrogène, de l'oxygène, ça donne de l'eau et du courant. Alors, c'est simple. Hein. Oui, tout à fait. Mais personnellement, je te dirais franchement que je suis pour et que je pense que ça va arriver. Mais ça demande là encore de passer une étape qui est plus une étape liée à l'utilisation commune, publique d'un système existant. Il faut rendre ces systèmes, je dirais, utilisables dans un domaine plus public, plus commun. Et c'est pas encore le cas aujourd'hui. Sur la technologie elle-même, je ne pense pas qu'il y ait de soucis, et qu'au contraire, c'est quelque chose qui va se développer et arriver. Je sais pas quand, mais ça arrivera. Parce qu'on connaît quelqu'un qui a un camping-car qui fonctionne avec une pile à combustible qu'il s'est fait installer, peut-être à grands frais, c'est vrai. Rappelle-toi de Thévenot, il y a 4 ou 5 ans, qui avait fait voler son ULM pendulaire avec 2 piles à combustible. Oui, mais les 2 piles à combustible coûtaient chacune, de mémoire, 22 000 € chacune. Elles pesaient 5,5 kg, elles sortaient 1500 watts au maximum. Donc c'était pas encore du domaine public. C'était une démarche qui montre qu'on peut le faire. Et je pense que ça se fera. L'hydrogène est abondant.
Oui, l'hydrogène est abondant. C'est simplement que, enfin pas simplement, il y a le côté, je dirais, safety passive qu'il va falloir résoudre pour que, un peu de la même façon quand on branche des batteries aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de brancher une batterie comme une prise de courant pour un sèche-cheveux. Il faut prendre des précautions. Il y a du haut voltage en tension continue, c'est très dangereux. Là, ce sera un peu pareil. Quand les choses seront au point, les Américains le font avec les voitures. Chrysler a une voiture à pile à combustible qui marche très bien, qui est vendue. Bon, on ne peut pas l'utiliser partout parce qu'il n'y a pas de station partout. C'est plus le problème de la mise en œuvre de toutes les infrastructures autour qui est compliqué, mais pas impossible, qu'il faudra arriver à résoudre, je pense. Je me rappelle de l'époque de la 320, le jour où quelqu'un a dit « Ah bah tiens, on va faire un avion de ligne à commande de vol électrique ». À l'époque, c'était pas rien, c'était une révolution. À titre personnel, est-ce que avec cette éprouvette volante, on est un peu dans le même cas de figure, peut-être ? On est en train de franchir une étape nouvelle parce que il est vrai que il y a 2 ans, si on parlait d'aviation électrique ou d'avion électrique, on n'en voyait pas voler. Bon, ben maintenant, on démontre que c'est possible, que c'est pas utopique de se dire que l'avion électrique va passer du domaine proto-learning bed à un domaine à terme commercialisable et utile. Et donc oui, effectivement, dans ce sens, on est un peu pionnier, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, dans le domaine de l'aviation électrique.